Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue aux conférences de l'Association humaniste du Québec. Si vous n'êtes pas familier avec nos conférences et ciné-clubs, ce sont habituellement le premier jeudi pour le ciné-club, le troisième jeudi pour les conférences, ce qui est le cas aujourd'hui. Et nous avons ça tout au long de l'année. Donc environ 10 ou 11 ciné-clubs, 8 ou 9 conférences dans l'année. Si vous voulez être invité, il faut évidemment donner votre adresse courriel et ça nous fera plaisir de vous envoyer systématiquement une invitation. Voilà. L'association existe depuis maintenant 18 ans. On a été créé en 2005 et on a eu toutes sortes de conférences, y compris des conférences scientifiques, mais généralement assez peu souvent sur le côté biologique. Donc pour nous, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est à la fine pointe de la technologie biomédicale et qui m'a particulièrement interrogé parce que c'est une... Moi, de formation, je suis ingénieur en électronique. J'ai fait du design électronique pendant des années, en avionique en particulier. Et ce qui a fait le développement des 70 dernières années en électronique, informatique, c'est la capacité de faire c'est ce qui a permis à l'électronique, dans les 70 dernières années, de se développer comme elle s'est développée. Parce que cette capacité de tester des idées nouvelles rapidement change complètement la dynamique de la recherche. Et c'est ce qu'on a observé à partir des années 50. Il devenait possible de tester l'idée d'un nouveau circuit en 2 semaines, 3 semaines, comparativement peut-être à plusieurs mois auparavant. Donc on a cette accélération de la recherche qui est produite simplement par le fait que les cycles d'essais, de tests sont raccourcis. La grosse difficulté dans le biomédical, c'est typiquement que le temps de test sur des animaux de laboratoire est horriblement long. Il faut le dire comme il est. Ma propre fille s'est un peu découragée à force d'élever des souris pendant des générations de souris, mais que entre le moment où vous commencez l'expérience et le moment où vous avez fini, vous êtes même plus sûr d'avoir exactement les mêmes souris. Mais bon, c'est un drôle de travail. Et c'était une des raisons pour laquelle elle a dit, moi, au bout de 20 ans de recherche, elle a dit, bon, moi, je vais faire autre chose. Mais espoir, lorsque Anne Camiran m'a proposé cette conférence, c'était de voir que peut-être, au niveau de la recherche biomédicale, on allait avoir un coup d'accélérateur. Et ça, c'est, pour un ingénieur, je peux vous dire, c'est très, très intéressant. On est impatients, nous, dans le métier. Alors, la possibilité de faire des expériences rapides, donc de tester des idées rapidement, ça peut changer la dynamique de la recherche médicale complètement. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est à peu près depuis une dizaine d'années que ça se développe. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai proposé que nous fassions une conférence sur ce sujet, qui est relativement pointu, inhabituellement pointu, je dirais, pour l'association humaniste, mais je pense que ça valait la peine. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Camiran, qui est une spécialiste du domaine. Voilà. Merci. Voilà. Bon. Et, j'allais dire, ça marche. Alors, ce soir, je vous donne... Est-ce que ça fonctionne, ceci? Restez près de vous. OK. Alors, ce soir, je vous présente une conférence un peu difficile, peut-être d'accès au début, mais c'est certainement un sujet dont vous allez entendre parler dans la presse populaire. Je pense que c'est trop près, ça. Comme c'est une société humaniste et pas une réunion de médecins et de pharmaciens, on va
aborder un survol de l'aspect scientifique et on va aussi s'adresser à des questions d'éthique. Parce que vous allez voir que cette technologie-là, qui est d'une grande efficacité et d'une grande promesse, est également remplie de problèmes d'éthique. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser particulièrement. Alors, j'ai intitulé la présentation des cellules souches aux embryons synthétiques. Je pense que vous avez déjà entendu parler des cellules souches. Je vous en reparle plus long dans quelques secondes. Alors, voici comment on va travailler. D'abord, de la recherche à l'application thérapeutique, autrement dit, ce qui se faisait jusqu'à récemment. La nouvelle méthodologie, qui est la méthodologie des organoïdes, qui sont, je vous dis tout de suite, des mini-organes. Un petit aparté sur les cellules souches, parce que c'est très important. Ils sont à la base de tous les organoïdes et ils entraînent avec eux des problèmes d'éthique également. Ensuite, le côté amusant, des applications présentes et des applications proposées pour le futur. Et on va finalement résumer quelques questions d'éthique. Alors, le talk n'est pas exhaustif. Il y a vraiment simplement un survol de tous ces domaines-là. This way. Je me suis rendu compte ce matin que c'est la première fois que je présente en français. Donc, il se peut que je m'accroche, excusez-moi. Alors, je vous pose la question, comment un nouveau médicament se rend-il jusqu'au patient? Les pharmaciens vont savoir que les étapes sont très nombreuses et très coûteuses. En général, ça commence par des travaux biochimiques, chimiques, physiologiques, où on essaie d'identifier, de pointer une molécule d'intérêt, par exemple un anticorps, ça peut être n'importe quoi. À la suite de quoi, il faut tester que ce produit-là soit efficace, qu'il soit stable et surtout qu'il n'ait pas d'effets secondaires dangereux, donc l'innocuité. Est-ce que c'est quelque chose qui va guérir la maladie mais tuer le patient? C'est évidemment quelque chose à éviter. Alors, normalement, la vidéo cache le début, mais c'est pas grave, la recherche fondamentale en direction de l'application thérapeutique fonctionne comme ceci. Vous avez d'abord des tests in vitro. Vous voyez là des pétris, autrement dit, ça devrait être une plastico, parce que ça ne se fait plus dans la vitre. Et d'ailleurs, il y a une grosse erreur de manipulation. Je vois que le gars touche la pipette au milieu de culture. C'est vraiment pas correct. Alors, dans le milieu de culture, poussent des cellules. Vous voyez dans le bas, vous indique, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le pétri au microscope? Vous avez un tapis de cellules qui pousse en 2 dimensions. Alors ça, c'est parfait. Ça peut être des cellules d'animaux, des cellules humaines, n'importe quoi. Et vous les utilisez pour tester et voir les effets biochimiques et physiologiques de divers produits que vous leur donnez. Si les médicaments, mettons, s'avèrent prometteurs, on passe à ce moment-là aux modèles animaux. Vous voyez ici 3 types de souris. Les modèles animaux sont maintenant très, très, très nombreux. Il existe une quantité incroyable de sortes pas juste des souris, d'autres animaux aussi, mais qui sont sélectionnés pour avoir, et même transformés génétiquement, pour avoir des conditions pathologiques qui ressemblent à celles qu'on rencontre chez les humains. Alors, on pense d'abord des tests in vitro, si ça marche et c'est prometteur, aux modèles animaux. Et éventuellement, si ceci est encore prometteur, on passe aux tests humains. Alors, les tests humains, d'abord, je vous signale que ce sont des participants, en tout cas dans nos pays, c'est des participants volontaires et payés. Alors, le preclinical que vous voyez là et ce qu'on voyait dans la photo précédente, au début, dans les premières phases de test, on teste l'innocuité du médicament. Est-ce que, par exemple, c'était bon chez les souris, mais les souris ne peuvent pas vous dire « j'ai des cauchemars toutes les nuits ». Alors, on teste chez des humains. Est-ce qu'ils vont avoir tel problème, tel problème, tel problème? Et puis, on s'adresse à des groupes de plus en plus gros, et plus on monte, et plus on teste la fonctionnalité elle-même. Est-ce que c'est quelque chose contre le diabète, et est-ce que ça va marcher contre le diabète? Alors, ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Et d'ailleurs, il va falloir continuer à faire de ce genre de choses-là, comme vous allez voir. Mais le tout, et c'est très malheureux, un très bas taux de succès. Alors, au départ, plus de 90% des composés qui sont testés sont éliminés avant de passer à la phase humaine. Pourquoi ça? Bien d'abord, il suffit de penser que c'est logique. Les tests in vitro sont bons, mais ne sont pas vraiment représentatifs d'un organisme. Il n'y a pas de corps, il y a simplement des cellules. Elles sont en 2 dimensions, ce qui est anormal dans un animal. Alors, déjà, ceci n'est pas représentatif, donc on peut déjà diverger de ce qui peut se passer dans un humain. Et ensuite, les animaux, OK, c'est des animaux
des êtres complets, sauf que on n'est pas des grosses souris et les souris ne sont pas des petits humains. Alors, il y a effectivement des bonnes différences et qui peuvent causer des très mauvaises surprises. Alors, de ce qui reste et qui pense aux tests humains, on en élimine encore 90% parce qu'ils durent pas assez longtemps, ils ont toutes sortes de problèmes, d'effets secondaires qu'on n'a pas vus avant. Donc, finalement, comme je vous dis, on finit avec un taux de succès qui est très bon. Ça marche-tu? OK, merci. On finit avec un taux de succès qui est très bas, qui donne un énorme gaspillage de temps, d'argent, d'animaux, you name it. Alors, à ce point-ci, se pose la question suivante. Une nouvelle approche est requise pour faire le tour de cet énorme problème coûteux. Et cette méthodologie-là va obligatoirement devoir bien refléter la physiologie humaine. Si on veut vraiment sauver du temps, il faut qu'on ait quelque chose qui aille plus vite et qui ressemble à l'humain, qu'on ne fasse pas juste tester sur des cellules en 2 dimensions et chez les animaux. On passe donc à la nouvelle méthodologie, les organoïdes, que je vous présente maintenant. C'est tellement révolutionnaire, cette technologie-là, comme vous allez voir d'ailleurs, que la revue scientifique la plus célèbre, Nature, a dit que c'était Method of the Year en 2017. Alors, comme vous devez deviner, les organoïdes sont des mini-organes. Ils peuvent venir de toutes sortes d'animaux et ils vont servir de complément ou même de remplacement aux anciennes techniques. Pourquoi? Parce que, et à partir d'ici, ça devient vraiment excitant, elles ont un très, très grand potentiel de modélisation par rapport à l'humain. Ces petits organismes-là sont capables de reproduire beaucoup des processus normaux et physiologiques ou pathologiques de l'organe de base ancien. Et c'est une méthode extraordinaire pour tester les médicaments, soit des médicaments qui existent déjà ou des médicaments nouveaux. Et c'est surtout pour les traitements de la médecine personnalisée et des traitements de réimplantation. Alors, il y a encore des choses qui sont pie in the sky, c'est encore dans le futur, mais il y a des choses qui sont déjà testées, comme on va voir, et qui donnent des résultats renversants. Alors, les caractéristiques des organoïdes, comme je vous ai dit, ce sont des organes miniatures, c'est des structures multicellulaires et elles sortent entièrement de cellules souches. Ça, vous avez, même si vous n'avez pas de background en biologie, entendu probablement parler, ça s'appelle stem cells en anglais. Il y a eu des controverses, on va en parler, et ils sont à l'origine, il y en a plusieurs sources, ils sont à l'origine de tout ce qu'on fait en organoïde. Alors, l'organoïde va avoir une structure complexe qui va ressembler, en tout cas à l'œil du touriste, à celui. Il possède plusieurs fonctions, pas toutes évidemment, et ce sont des modèles qui sont stables. Ils sont capables de s'auto-répliquer. Alors, stable, ça veut dire qu'ils ne vont pas se mettre à accumuler des mutations puis faire un peu n'importe quoi. C'est vraiment des cellules stables. Et elles sont capables de récapituler les étapes du développement, et ça, c'est très important pour étudier divers systèmes. Mais là, je vous rassure tout de suite, si vous faites pousser de l'intestin, ça ne sortira pas du pétri, ça reste toujours quelque chose de microscopique. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de système vasculaire, elles n'ont pas de veine, pas d'artère, et pas de système nerveux. Et donc, leur croissance est limitée parce qu'à partir d'une certaine taille, les nutriments qu'on leur donne dans le milieu de croissance ne se rendent pas au centre. Les cellules du centre ne peuvent plus pousser, l'organisme va s'arrêter. Mais par contre, ses voisins continuent à pousser. Donc, la chose est quelque chose c'est comme une petite agriculture d'organes. Une affaire très importante pour l'éthique, on va en reparler, ils peuvent être conservés en biobanque, c'est-à-dire qu'on les congèle et on les ressort un peu n'importe quand et on les repart. Alors, et ensuite, on en remet en biobanque. Et là, voici quelque chose qui va renverser bien du monde. Ils croissent très rapidement. En 15 jours depuis le départ, vous pouvez commencer vos expériences. Ça, 15 jours, c'est bon, là, je peux vous dire. Alors, voici, maintenant, vous devez vous demander de quoi ça a l'air. Alors, voici un organoïde dérivé de l'intestin de souris. Quand vous le regardez en microscopie traditionnelle en champ clair, ça commence à ressembler à un intestin. Moi, je trouve qu'il y a des petits diverticules et puis toutes sortes de choses. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde voit ou si je suis devant, vous voyez ici un autre organoïde du côlon, mais cette fois-ci, on utilise l'extraordinaire technologie récente qui est des colorants fluorescents. Alors, en microscopie confocale, c'est-à-dire avec des longueurs d'onde spécifiques,
on allume ces molécules-là qui ont servi à colorer l'organoïde, et voici le principe de la chose. Non. Alors, ici, vous avez une molécule cible dans votre organoïde, ou dans n'importe quoi, en fait, et vous voulez la colorer avec une couleur spécifique, vous choisissez un anticorps. Ça se vend, là. Vous n'avez même pas besoin de le fabriquer. Vous appelez la compagnie et vous demandez un anticorps à telle molécule et je veux telle couleur d'agent fluorescent. Ici, il y a eu un prix Nobel il y a quelques années pour cette technique-là qui est absolument extraordinaire et qui vous donne des photos comme on vient de voir qui ont l'allure de vitraux. C'est vraiment magnifique. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs en même temps et vous obtenez ces petits merveilles-là. Alors, encore des organoïdes de souris. Rappelez-vous que ça pousse en pétri et que ça s'auto-organise. Vous avez seulement des cellules que vous mettez là et elles se trouvent à retrouver leur forme d'organe original. Alors, ici. Alors, ici, vous avez une photo d'un organoïde en 3 dimensions de foie. Il a simplement été coloré. Ici, vous avez 3 autres organes, mais eux, ils ont été fixés et ils ont été coupés. C'est une slice. C'est une coupe. Ici de cerveau, ici de rétine, ici de pancréas. Tout ça, ça a poussé dans le plastique, là. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour se dire où ça ressemble vraiment à des plis du cerveau. La rétine, moi, c'est vraiment une structure d'œil. Le pancréas, etc. Donc, là, vous avez déjà une idée. Est-ce que je parle dans le microphone? J'ai peur qu'à distance, ils aient de la Ah, OK. Ah là là. Donc, de la recherche à l'application thérapeutique, on a vu ça. On est maintenant rendu à vous dire quelques mots des cellules souches, parce que tout l'ensemble de ce dont je vous parle est basé sur des cellules souches. Je me répète, là. Alors, les cellules souches, qu'est-ce qu'elles font de spécial? La plupart de nos cellules ont une demi-vie établie. Elles vont se diviser quelquefois, mourir. Mais les cellules souches sont capables de se diviser à peu près, je ne dirais pas à l'infini, mais presque à l'infini. Ce sont des cellules qui ont une capacité de réparer leur télomère et qui se divisent, et qui ne vieillissent pas, et qui se divisent. Et elles peuvent donner d'autres cellules souches, mais surtout, elles donnent des cellules différenciées qui sont mortelles, évidemment. Alors, les cellules différenciées composent la grande majorité de ce qu'il y a dans un organisme, mais il reste des cellules souches néanmoins. Alors, ça a l'air de ça. Elles ne sont pas bleues, je vous signale. Hein. C'est le photographe qui a coloré ça. Mais voici des cellules souches de quoi ça a l'air. Alors, c'est ça. Alors, donc, si elles produisent des cellules différenciées, celles-ci n'ont plus la capacité de division éternelle. Et donc, elles finissent par être occuper des fonctions strictes, mais selon un certain temps. Alors, ce qui est important de se rappeler, bon, d'abord, il y a plus que 3 types, mais pour ce soir, on va toucher à 3 types. Il y a des cellules souches. Oh! Trop de piton. Il y a les cellules souches embryonnaires, les cellules souches adultes et les cellules souches pluripotentes induites. Alors, vous allez peut-être vous rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu un gros scandale aux États-Unis à propos de cellules souches, parce qu'on travaillait avec des cellules souches embryonnaires. Et voici pourquoi. Bon piton. Alors, les cellules souches de type embryonnaire. Quand j'étais jeune, j'étais au BSC, puis on nous disait, vous savez, les plantes, on peut prendre des extraits de plantes, de n'importe quoi, une feuille, une tige, n'importe quoi, et à condition de la mettre en culture avec les bonnes conditions, vous allez régénérer une plante. Et les cellules de plantes sont donc totipotentes. Puis là, on nous disait, sentencieusement, ça n'existe pas chez les animaux. C'est pas vrai. C'est qu'on n'avait pas la bonne recette. Maintenant, on sait d'ailleurs, il suffisait de penser, dans un embryon très jeune, il n'y a pas beaucoup de cellules, et ça finit par faire un être adulte quelque part. Il faut croire qu'il y a des cellules qui sont capables de se différencier en plein d'autres choses. Alors, voici le truc des cellules embryonnaires. Dans un embryon qui est très jeune, avec très peu de cellules, il y a toujours, vous avez une photo ici, il y a toujours une masse au centre. Alors, c'est un embryon ici au stade de 5 à 9 jours. Vous avez toujours une masse de cellules qui sont toutes des cellules souches. Alors, si on est capable d'extraire ces cellules-là, on se trouve avec des cellules souches embryonnaires. Et ces cellules-là, si on les... Bien, c'est ça le grand truc qui est arrivé, c'est si on les met en culture avec les bons facteurs de croissance, on obtient des organoïdes, et selon la petite recette qu'on leur donne, c'est des organoïdes de divers organes. Alors, la photo suivante nous montre la chose. Ouais, voyons donc.
Alors, selon les facteurs de croissance du milieu de culture, pardon, votre cellule souche qui vient d'un embryon vous donne, selon la recette, de l'estomac, des petits organoïdes d'intestin, de foie, whatever, des organes. C'est très intéressant. C'était le début de l'histoire. Si vous travaillez sur des souris, il n'y a pas de problème. Mais si vous travaillez sur des humains, c'est une autre affaire parce que ça implique la destruction de l'embryon. Alors, on va voir un peu comment on fait le tour de cette situation-là. Alors, ah oui, quand il y a l'éthique, je vous mets ça en rouge un peu, là. Alors, cette fonction pour obtenir des embryons, pour obtenir des cellules souches, implique la destruction d'un embryon. Alors, comme je vous disais, tant que vous ne travaillez pas avec des humains, ça va. Alors, la question qui s'est posée à la suite d'un grand scandale, à l'époque de George Bush, ils ont interdit de travailler sur les cellules souches, sauf sur les lignées qui étaient déjà établies. Il s'agissait de ne jamais fabriquer de nouvelles cellules souches. Mais là, tu ne peux pas, à un moment donné, que si tu veux, tu as une contamination, tu perds ta lignée. Bon, bref, il fallait absolument faire le tour de ce problème-là. Alors, le problème se posait, il faut des sources de cellules souches qui ne nécessitent pas la destruction d'embryons. C'est bien évident. Alors, il existe un autre type de cellules souches qui tombent sous le sens parce qu'ils sont un peu partout dans tous nos tissus, par exemple. Ils servent au développement, ils servent à la réparation de blessures, des choses comme ça. Mais elles sont rares. Alors, on les obtient en faisant des biopsies de divers organes, en les mettant en culture avec leur petite cuisine favorite. Et là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est tu ne peux pas leur faire changer d'idée. Si tu prends des cellules de foie, ça va donner des organoïdes de foie. Si on prend du poumon, ça va donner des organoïdes de poumon. Alors, peu importe la recette qu'on leur donne, tout ce qu'on ferait, c'est les tuer si c'est pas bon. Ils vont donner l'organoïde correspondant à l'organe dont ils sont issus. OK? Alors, ça ouvre sur un très grand domaine. Alors, vous avez ici le professeur Clevers de l'Institut Hubrecht en Hollande. Ce que M. Clevers a fait avec ses postdocs, c'est qu'il travaillait sur la souris. Ils ont isolé des cellules souches de l'intestin de la souris en prenant des biopsies de l'intestin et ensuite en essayant de déterminer quel était le milieu de culture et les facteurs de croissance qui donneraient les cellules. Parce que, évidemment, les cellules mortelles, si vous prenez une biopsie, c'est plein de cellules mortelles, elles vont finir par mourir. Quelle est la recette qui va permettre de garder les cellules souches au bout? Et ils ont fini par le trouver. Et ils s'attendaient à ce que ça fasse un joli petit tapis, comme je vous ai montré dans le premier pétri. Pantoute. Ça n'a pas fait ça. Ça a fait ça tout seul. Alors là, ils sont vraiment tombés par terre. Ils ont d'ailleurs eu de la misère à publier les premiers papiers. Personne ne s'y intéressait d'abord. Ils se sont rendus compte que on se débarrassait avec le milieu approprié des cellules mortelles, forcément. On gardait les cellules souches, puis elles continuaient à se diviser, et elles s'auto-organisaient. C'est ça qui était absolument renversant. Alors, il faut se rappeler d'une chose, c'est que ces cellules souches adultes, dans les tissus adultes, sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, pour fin de recherche, quand on a besoin d'en avoir plus, il y a des petits malins ici qui ont eu un prix Nobel d'ailleurs pour ça, Gordon et Yamanaka, qui ont trouvé un truc pour remplir leur pétri de beaucoup de cellules souches. Alors, un troisième type de préparation de cellules souches a été développé, qu'on appelle les cellules pluripotentes induites. Comment ils ont fait ça? C'est que, vous vous rappelez tout à l'heure, les cellules souches donnent soit ceci et ceci. Ils ont trouvé le moyen de renverser le sens de la flèche, si vous voulez. Ils ont pris des cellules déjà différenciées, c'est assez extraordinaire, et ils les ont retournées à l'état cellules souches. Mais ça, c'est tout un exploit. Et voici comment ils ont fait. Ils prennent des cellules d'un tissu non spécifique, mais adulte. Alors, par exemple, la peau, là, c'est vraiment facile à obtenir. Tu obtiens des cellules différenciées, une grosse biopsie de cellules différenciées. Et comment on les transforme en cellules souches? On les reprogramme en leur ajoutant des gènes de cancer. Parce que maintenant, on a une bonne idée de quels gènes, ça reprend 5 ou 6, je pense, vont permettre une croissance éternelle à ces cellules-ci. Alors, vous avez maintenant des cellules souches, un gros paquet, parce qu'il correspond à votre biopsie de départ. Elles sont immortalisées par manipulation génétique. Alors ça, c'est destiné à la recherche parce que tu en as des tas et des tas. Sauf que si jamais, et on va voir dans les applications, on veut retourner la cellule au patient,
On ne peut pas avec ce type-ci, on peut avec le type des cellules adultes, le numéro 2 que je vous ai montré. On ne peut pas ici parce qu'il va y avoir, ils l'ont testé avec des souris, il va y avoir développement de tumeurs. Donc, c'est un effet parfaitement indésirable. Mais tant que ça ne retourne pas au donneur, tout va bien. Alors ici aussi, c'est un peu comme les premiers types. Dépendant de ce que vous leur donnez comme cuisine, ils vont devenir toutes sortes de petits organoïdes avec lesquels vous pouvez travailler. Alors, je me résume, parce que vous êtes peut-être un peu mêlés. Les cellules embryonnaires, de type embryonnaire, peuvent donner plusieurs types d'organoïdes, mais ça implique la destruction de l'embryon. Gros problème d'éthique. Les cellules adultes vont produire des organoïdes spécifiques à l'organe original. Elles peuvent être traitées, réinjectées au patient, et c'est ça extraordinaire, sans risque de rejet, forcément. C'est ses propres cellules, il ne les rejettera pas. Mais elles sont rares dans les tissus. Alors, pour travailler en recherche et juste in vitro, les cellules induites sont capables de donner plusieurs types d'organoïdes, mais risque de tumeur, vous ne devez pas les retourner au patient. OK. Il y a d'autres types de cellules, mais on n'a pas besoin d'en parler maintenant. Comment ça se fabrique? Je vous ai dit que ça allait très, très vite. Tous les types de cellules souches peuvent être cultivés de la même façon. Ça part dans un milieu de culture. Et là, c'est ça qui est important. Maintenant, on connaît beaucoup mieux les facteurs de croissance qu'il faut donner à travers le temps. Vous voyez les organoïdes grossir presque sous vos yeux. Au jour 15, c'est ça, c'est extraordinaire. Vous avez déjà quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Alors, maintenant que vous avez l'eau à la bouche, quelques applications présentes et futures. Right button. Alors, les organoïdes, que l'on les manipule génétiquement ou pas, vous allez voir qu'ils vont vraiment accélérer la recherche. Ils vont révolutionner certainement la médecine personnalisée. On a calculé, je ne sais pas si c'est vraiment pie in the sky type of thing, mais on peut éviter l'usage d'une très, très grande quantité de souris pour une grande étude, par exemple. Et on se sert également des cellules souches induites ou adultes dans des cas de microfluidiques, qui sont des nouvelles plateformes de recherche qui sont de très petite taille. Et on peut faire des expériences de organ on a chip. Si quelqu'un veut consulter, j'ai un cahier ici qui en parle, parce que ce n'était pas tellement dans le sujet ce soir. Alors, quelques applications que je vais vous présenter. On est rendu où dans le temps? Alors, on va parler un peu de médecine personnalisée, des corrections génétiques possibles, évidemment, je vous dis, d'applications de cancérologie, mais il en sort à tous les jours. Alors, je fais un survol, là. Vous allez voir seulement quelques modèles. Des modélisations d'infections, c'est très intéressant, ça. Des productions d'antivenins et les embryons artificiels. Ça, c'est parfaitement renversant. OK? Alors, en médecine personnalisée, vous avez ici une histoire qui est assez récente et qui démontre bien comment la chose a progressé ultra rapidement. Je vous donne des références de papiers scientifiques. Si jamais vous êtes intéressés, ce sont toutes des publications qui sont sur Open Access sur le web. Alors, ici, on a le cas d'une maladie bien connue, la fibrose kystique, qui résulte de mutations dans le gène CFTR. On connaît plus de 2000 mutations dans ce gène-là, et environ 1000 d'entre elles sont capables de provoquer la pathologie. Et c'est très courant chez les gens qui originent d'Europe du Nord. Un Caucasien d'Europe du Nord sur 25 est porteur. Évidemment, ça prend le père et la mère qui ont chacun un allèle muté pour avoir un enfant malade, mais il reste que c'est quand même une chose très courante. Alors, voici le cas le plus éclatant qui a lancé l'histoire, qui est un test ex vivo pour identifier un médicament approprié. Alors, c'est l'histoire de Else van der Heyden, une dame d'une cinquantaine d'années, qui souffre, évidemment, la fibrose kystique, c'est héréditaire, et elle souffre donc depuis toujours, depuis son enfance, et elle est à manifestation intestinale, sa maladie, et on savait, parce qu'elle avait fait séquencer son gène, que c'était dû à une mutation rare de CFTR. Alors, en 2015, sa situation s'est mise à empirer
là, ces médicaments qu'elle utilisait fonctionnaient vraiment plus très bien. Elle était vraiment malade. Elle se donne à regarder la télévision et elle entend parler du professeur Clevers et ses organoïdes pour tester les affaires. Elle a dit, mon Dieu, il me semble que c'est une bonne idée. Alors, elle a dit, d'abord, ce qu'elle voulait faire, c'est, elle voulait essayer un médicament qui est déjà utilisé pour d'autres mutations. Et ce médicament-là fonctionne assez bien sur d'autres mutations, mais il coûte une fortune. C'est énormément. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est quasiment 500 000 $ par année pour un patient. Alors, elle s'est dit, bien, je ne suis pas capable de convaincre mon payeur, mon assureur de payer, mais si j'étais capable de le convaincre que ça va marcher, alors elle demande à son médecin de prélever des cellules, une biopsie de son intestin, évidemment, s'entendre avec le labo de Clevers, et mettre ça en culture, obtenir des organoïdes d'intestin et les tester pour voir s'ils sont capables d'être sensibles aux médicaments qu'elle voulait. Alors, juste pour vous donner une idée, vous avez ici une plaque qu'on utilise tout le temps dans le labo de culture, une plaque en plastique, c'est à 5 pouces par 3 pouces, comme ça. Celle-ci a 96 puits, ce qui veut dire, dans un sens, que vous pouvez faire 96 expériences dans votre petite plaque. Alors, ils ont mis des organoïdes. Ça veut dire, là-dedans, vous pouvez par exemple une rangée où c'est des organoïdes sans traitement. Ici, vous avez avec le composé numéro 1, numéro 2, numéro 3, ensuite différentes doses, puis ensuite 1 plus 2, 1 plus 3, etc. Vous voyez tout ce qui peut être fait dans une plaque. Alors, c'est ce qu'ils ont fait chez Clevers. Et les organoïdes ont répondu, croyez-le donc, à une combinaison de 2 médicaments qui existaient. Alors, elle s'est allée chercher ces 2 médicaments-là et en quelques semaines, sa santé s'est améliorée. Ce qui veut dire que ce que l'organoïde fait, ça ressemble à ce que le patient va avoir. Et l'assureur, elle est chanceuse, a accepté de payer. On va voir que ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Alors, à la suite de ça, là, ils se sont dit, mais on a mis le doigt sur une mine d'or. Alors, une étude qui a été menée sur les organoïdes de 50 patients. Ils ont choisi 50 personnes qui avaient des mutations, toujours la fibrose cystique, des mutations diverses. Et ils ont dit, maintenant, on va voir si c'est toujours vrai. Ça marche pour elles. Mais est-ce que c'est vrai que le médicament et l'organoïde, ça marche avec le patient? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a sur 50 personnes qui avaient des mutations diverses. Et ils se sont rendus compte que ça faisait une excellente précision. On peut se fier à l'organoïde. Alors, à partir de là, en Hollande, ils se sont mis à construire une biobanque. À l'époque où j'ai lu, ils avaient 1500 et plus patients, il doit y en avoir plus maintenant, avec toutes sortes de mutations. Et là, ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est des gens qui donnent leur consentement. Et après ça, on teste des médicaments. À mesure qu'il en sort, on les teste. Alors, soit en existant ou en développement, menant à des traitements personnalisés. Ça, j'avoue là, que c'est une méchante avancée rapide. Et eux autres même, alors, le professeur Clevers, c'est très calme, il ne s'enfle pas la tête, il va probablement avoir le prix Nobel, mais il dit « It's cost-effective and patient-friendly », mais il dit « Je ne me doutais jamais qu'on aurait une telle réaction à ce qu'on a découvert ». Alors, en continuant la logique de ceci, on peut voir la situation de correction génétique. Alors, si vous regardez, c'est d'ailleurs encore chez Clevers, dans Nature Reviews Bioengineering, ça c'est numéro 1, on a dit, bien, s'il y a une seule mutation qui rend le patient malade, est-ce qu'on peut la corriger? Alors, pour vous dire la fin de l'histoire tout de suite, là, oui, on peut le corriger. On l'a éprouvé chez la souris. On a fait de A à Z chez la souris. On est obligé de s'arrêter avant la fin chez l'humain. Et voici pourquoi. La correction génétique, à date, ça marche plus ou moins. Et en fait, c'est surtout qu'on a peur de l'essayer. Alors, voici un patient qui a une mutation unique. Mettons avec la même présentation que Else avait. Vous prélevez des cellules souches adultes, c'est ça, là, ici. Et vous en faites des organoïdes. Jusque-là, c'est la même affaire qu'avec Else. Mais là, ce que vous faites, c'est que vous prenez des cellules, parce que c'est des cellules souches partout, ça. Vous prenez des cellules souches, et là, vous utilisez les fameux ciseaux moléculaires dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse populaire, qu'on appelle CRISPR-Cas9, encore un prix Nobel assez récent. Et ce sont des outils qui permettent de modifier l'ADN du génome, enfin, de n'importe quel ADN, à des endroits extrêmement spécifiques. Alors, vous avez ici, la ligne vous indique le gène, en diagramme, là, le gène CFTR, avec un petit spot rouge qui indique, là, il y a une mutation, c'est pas bon, il faut corriger. Alors, avec les ciseaux moléculaires, on est capable de prendre une séquence
de gène où la correction a été faite, le petit spot bleu, c'est qu'il n'y a plus de mutation, l'insérer là-dedans, le remettre dans la cellule souche, refaire un organoïde, mais cet organoïde-là est guéri. Et le retourner, mais là, c'est ça, c'est là où on s'arrête. On peut le retourner aux souris, ça marche bien. Sauf que pourquoi est-ce qu'on n'ose pas le faire chez les patients pour l'instant? C'est qu'il y a quand même un problème, c'est pas de la magie, hein? Il y a quand même un problème de précision quant à l'insertion de ces séquences. Vous pouvez imaginer, vu que il y a un ARN guide qui donne la bonne séquence et ça va rentrer à cet endroit-là. Malheureusement, le génome humain est énorme. Et il est possible que cette séquence-ci, qui sert à faire entrer le nouveau morceau, qu'on la trouve ailleurs dans une zone du génome. On peut même la trouver à plusieurs endroits. Et tout à coup, on peut avoir plusieurs insertions non spécifiques. Et le problème, c'est que tout va bien si c'est rentré dans une zone du génome qui ne fait pas grand-chose, mais si c'est une zone du génome qui fait quelque chose, là, vous avez créé un nouveau problème. D'où le fait qu'il va y avoir besoin, et on va en reparler, de lignes directrices très spécifiques pour être certain qu'on n'ajoute pas, quand on retourne à un patient, quelque chose qui est rentré un peu n'importe où. Mais je vous rappelle que vu que ce sont des cellules souches adultes, le patient, au moins, n'aura pas de risque de rejet, parce que c'est ses cellules à lui. OK. Regardons un peu qu'est-ce que c'est qui peut se faire en cancérologie. Ici, dans une étude, Van de Wettering ont fait, on dirait que tout le monde est en Hollande qui travaille là-dessus, ils ont fait à la fois une vérification, on l'a déjà vu, de la représentativité organoïde tumeur. Autrement dit, est-ce que vous voyez la même chose dans l'humain et dans l'organoïde? Ils ont confirmé que les mutations étaient les mêmes et ils ont prédit aussi la réaction du patient à un médicament. Alors, dans le cas de cette étude-ci, c'était cancer du côlon. Alors, vous avez ici un patient avec cancer colorectal. Alors, comment ils avaient procédé? C'est qu'ils avaient pris des biopsies. D'abord, ils ont pris des biopsies du tissu normal. Et ils ont pris des biopsies du tissu tumoral. Avec les deux, séparément évidemment, ils ont fait des organoïdes. Entre-temps, ils ont également prélevé des tumeurs qu'ils ont simplement analysées pour avoir la séquence. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas avec les gènes de cette maladie-là? Et ils ont vérifié, une fois qu'ils avaient obtenu des tumeurs, que la séquence d'ADN dans la tumeur correspondait bien de l'organoïde à la tumeur telle qu'elle était dans l'intestin. Et évidemment, ils voyaient la différence avec le tissu normal. On pouvait aussi, ça, j'entrerai pas dans le détail, voir les différences d'expression, mais on pouvait aussi faire un filtrage de médicaments, mais à assez grande échelle. Alors déjà, vous aviez un grand progrès fait assez rapidement dans des circonstances plus facile de testage. Oups. OK. Alors, ceci, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ceci est à partir de biopsie. Donc, ils doivent prendre une biopsie. Maintenant, dans notre labo, ce qu'on a fait, c'est, vous savez que la plupart des cancers solides ont dès les premiers stages, il y a des cellules qui se détachent, soit de la tumeur primaire ou des métastases, et qui vont flotter dans le système et qui vont finir par aller s'arrêter quelque part dans un os, dans un autre organe, et attendre un signal pour devenir des métastases. Alors, ces cellules tumorales, on appelle ça circulating tumor cells. Ici, là, circulation. Alors, ça, c'était le papier. Ce qu'on a fait, nous, c'est démontrer quelque chose qu'on savait déjà, mais c'était pour prouver qu'on pouvait le faire à partir de biopsie. Alors, vous avez une patiente de cancer du sein de type triple négatif, et à partir de ces cellules tumorales circulantes, on a réussi à faire des organoïdes qu'on appelle, quand c'est du cancer du sein, c'est mammospheres. Alors, vous l'envoyez ici. Au jour 14, déjà, c'est pas mal beau. Et ensuite, on les a traités. Ceci a été mis dans des vésicules de contrôle, et on les a traités avec diverses choses. On savait déjà la réponse, mais on voulait vraiment vérifier. Regardez ici, ceci, c'est de la cytométrie en flux, et j'attire votre attention juste dans ce petit carré ici. Hein. Ça, c'est des cellules après traitement qui demeurent vivantes. OK, alors quand c'est
untreated, c'est-à-dire qui sont restés dans leur milieu, ils n'ont pas été secoués avec aucune chimie. Voici ce qui reste de cellules en vie. Maintenant, vous avez ici 2 médicaments qui sont utilisés pour la chimiothérapie. Et vous voyez que vraiment, les avoir laissés plus longtemps, on aurait perdu les cellules vivantes ici. Mais par contre, ça c'est intéressant, je ne sais pas si vous pouvez voir, le Herceptin, qui est une molécule qu'on utilise dans certains types de cancers, on sait qu'elle ne fonctionne pas sur les patients qui sont triple négatifs. Et vous voyez, les cellules sont restées vivantes. Donc, ce qu'on montrait, c'est que tu n'as même pas besoin de biopsie, fondamentalement. Ça peut être fait par prélèvement sanguin ou par aphérèse, même des fois. On peut prédire la réaction ou la non-réaction du patient à un médicament. Dans ce cas-ci, la patiente n'avait pas été traitée, mais on savait quel était le type de cancer qu'elle avait. Mais on aurait pu le savoir, justement, deviner que déjà, ne lui donnez pas d'Herceptine, ça ne marchera pas. Alors, quelque chose qui est encore d'actualité, vous avez probablement entendu parler du fameux virus Zika en Amérique du Sud qui donnait des très gros, oups, encore une fois, mauvais piton, des gros problèmes de microcéphalie fétale. C'était absolument terrible. Et ça, c'est pas résolu. Alors, ici, ce groupe-ci ont travaillé sur des organoïdes de cerveau pour des études d'infection virale. Alors, dans ce cas-ci, devinez, c'est les organoïdes de type 3, parce qu'on en a besoin de beaucoup. Ils vont aller dans des pétris simplement. Ils ne retourneront jamais à aucun patient. Mais ça peut être fait à partir de n'importe quel humain, pas nécessairement d'un bébé, là. Alors, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des cellules souches pluripotentes induites, maintenant vous savez ce que c'est, à partir de la peau, du sang, des choses. Ils les ont transformées avec les gènes de cancer pour qu'elles deviennent immortelles et ils leur ont donné la bonne cuisine pour que ça devienne des organoïdes de cerveau. Évidemment, comme si on parle d'humain, ça reste humain. Et voici ce qu'ils ont fait. Alors, d'abord, ils les ont fait pousser jusqu'à 28 jours. Alors, vous avez ici, c'est la même chose ici, colorant différent. Alors, vous avez ici 28 jours de croissance, suivi de 14 jours de rien du tout. Tandis qu'ici, vous avez 28 jours de croissance, suivi de 14 jours d'exposition au virus Zika. Bien, vous voyez, c'est rien qu'à voir, on voit bien. C'est absolument frappant. Vous avez arrêté la prolifération, vous avez augmenté la mort cellulaire. L'affaissement de la structure ressemble énormément à ce qu'on voit chez les enfants qui sont affectés. Alors, ce qu'on a ici maintenant, c'est un modèle pour des études futures. À l'aide de ceci, on peut vraiment voir quels sont les mécanismes, quelles sont les voies moléculaires qui sont affectées par le virus. Également, on peut dépister toutes sortes de médicaments qui pourraient servir d'intervention thérapeutique. Alors ça, c'est amusant. Production d'antivenins. C'est aussi très récent. Le problème, chaque année sur la planète, vous avez plus de 100 000 décès, croyez-le ou non, de gens qui meurent à la suite d'une morsure d'un animal venimeux. Il y en a probablement même plus que ça. Vous allez me dire, ce n'est pas un problème canadien. Mais si vous êtes australien, c'est une autre affaire. Alors, pourquoi les gens meurent en général? C'est soit qu'ils sont loin de la clinique, ou bien ils arrivent à la clinique et il y a un manque d'antivenins, ou bien les antivenins qu'ils ont, c'est un autre animal parce que c'est pas l'un vaut pas l'autre. Alors voici, encore en collaboration avec Clevers, voici d'abord comment on produit les antivenins traditionnellement. Il vous suffit d'avoir un grand zoo avec plein d'espèces dangereuses que vous faites dégorger leur venin à travers un septum dans un petit contenant. Et ça prend un temps fou à en récolter. Mais bon, ça n'en prend pas une tasse pour immuniser l'animal suivant, mais il reste que ça en prend quand même une certaine quantité. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils immunisent généralement un gros animal comme un cheval ou un mouton. C'est facile à travailler, c'est pas mal plus qu'un serpent. Et au bout de quelques mois, on récupère par ponction sanguine des anticorps que le système immunitaire du cheval a fait à ce venin-là. À la suite de quoi, on les purifie, on les nettoie et on finit. Ici, vous avez une bouteille de vaccin australien, pas un vaccin, mais d'un antivenin australien. C'est polyvalent. Alors, il y a plusieurs types de serpents dans ça. Mais vous n'êtes pas sorti du bois quand vous arrivez à l'hôpital parce que ça prend une grande quantité d'antivenin pour traiter une personne qui s'est fait piquer. OK. Alors, vous êtes d'accord avec moi que l'étape la plus dangereuse, c'est probablement celle-ci et pas le cheval.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, encore en collaboration avec l'INRS? Ils ont choisi 9 espèces de serpents venimeux qu'ils ont sacrifiés et ils ont disséqué les glandes à venin. Et ils ont mis les cellules en culture pour voir mourir les cellules différenciées mortelles et pour conserver les cellules souches. Et ils se sont aperçus, à leur grande surprise, ici je vous donne des noms bizarres, là, mais ça, là, c'est les fameux facteurs de croissance. Et ils se sont aperçus que la recette était presque identique à celle des humains. Alors donc, ils avaient des organoïdes issus de glandes à venin, qui étaient un tissu très spécialisé. Et ils se sont rendus compte qu'en simplement en les changeant de milieu, hop, le stress faisait que les organoïdes se mettaient à sécréter du venin in vitro dans l'espace. Je sais pas, la couleur vous apparaît peut-être pas, mais c'est dans l'espace intérieur, ici, dans le lumen de l'organoïde. Alors, ben, c'est facile, ça se renouvelle. Alors, il suffit de récupérer, de concasser les organoïdes, de purifier. Et là, ils ont fait des analyses très poussées pour s'assurer que c'était parfaitement identique à ce que vous aviez dans le serpent au départ. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose de nouveau là. Et à la suite de ça, vous faites de l'antivenin. Donc, vous vous trouvez à avoir éliminé ça. Ce que je dois dire est une très bonne idée. Vous êtes obligé de continuer de penser au cheval ou au mouton, des fois, pour obtenir la suite. Mais ça, on n'est pas rendu là. C'est une étape suivante. Et juste pour montrer que c'est bien vrai, vous avez ici un organoïde de glande à venin. Les petits spots rose-orange, là, c'est les noyaux. C'est la coloration des noyaux des cellules. La vue en 3 dimensions de l'organoïde. Et lorsque vous le fixez et que vous en faites une coupe, la section optique là, vous voyez bien qu'il y a une lumière, ici un lumen, pas intestinal, mais un lumen organoïde. En fait, c'est même joli, en dépit du fait que ça soit si dangereux. Alors, quelques mots sur les embryons artificiels. Ça, c'est un groupe en Israël qui vient de publier ça, ça fait vraiment pas très longtemps. Ils travaillent sur la souris, évidemment. Le processus de développement de l'embryon humain est connu à peu près jusqu'à journée 14. On est obligé de tuer là, par règlement moral là, les embryons au jour 14. Mais là, il y a comme une période sur laquelle on ne sait rien. On peut avoir des détails par des embryons, par exemple, donnés à la recherche. Mais il y a ce qu'ils appellent le black box. Il y a une période où on ne sait vraiment pas vraiment ce qui se passe. Alors, le but ici était d'utiliser un animal dont l'embryologie était très rapide, de façon à couvrir la période du black box et avoir une idée un peu, en tout cas au moins de ce qui se passe. Ce n'est pas nécessairement la même chose, mais pour prédire quels sont les problèmes qui sont associés, parce qu'il y a bien des problèmes à la perte de fœtus durant les premiers mois auxquels on voit pas de source. En plus, s'il y a des embryоïdes qui sont testés pour des médicaments, ça pourrait conduire à voir les médicaments qui au départ sont dangereux ou ceux qui seraient plus bénins dans leur utilisation. Alors, voici comment ils s'y sont pris en Israël. Ils ont pris des cellules. Alors voilà où on travaille encore avec des cellules embryonnaires, mais là c'est de la souris, pas de problème. À partir de cellules souches embryonnaires de souris, là ils ont fait une belle petite astuce. Ils ont pris ESC, le embryonic stem cells, ils les ont mis ici, ils ont divisé en 3. Et ils ont transformé un tiers avec, ils lui ont donné un gène qui exprime un certain gène de développement, je ne rentrerai pas dans les détails, un autre tiers avec un autre gène de développement, ils les ont mêlés encore ensemble, et là, tout à coup, ils ont eu un développement, tissue culture, ils ont mis ensemble, ils ont eu un développement qui était absolument identique à ce qui se produit, à peu près identique à ce qui se produit dans une souris. Alors, ils ont un développement, ils appellent ex utero. Mais là, je vous rassure, c'est allé seulement jusqu'au jour 8. Au jour 8, les embryons avaient accumulé des malformations et non seulement ils ne survivaient plus, peu importe ce qu'on leur donnait à manger, mais en plus, ils n'étaient même pas implantables dans une souris porteuse, si tu veux. Mais la période de 8 jours que vous avez ici couvre en fait plus que 25 jours chez l'humain. Donc déjà, vous avez un modèle d'étude ici qui peut être très utile. J'ai marqué le jour 25, mais je pense que c'est plus que ça. Oups. Alors, juste pour vous montrer, vous avez ici un embryon normal qui s'est développé dans une souris. C'est la vue dorsale. Donc, à l'âge de 8 jours,
ici, et vous voyez celui qui s'est développé en culture. L'embryon artificiel, bon, déjà, on voit qu'il y a des déformations, là, mais il y a quand même, on voit les sommites, là, c'est quand même très semblable. Alors, on est rendu aux questions d'éthique. Vous devez vous demander un peu ce que je vais vous sortir. Alors, vous pouvez également lire là-dessus si vous voulez. Alors, là, ce que je dois vous dire, c'est que la plupart des questions cruciales qui concernent les organoïdes ne sont pas encore couvertes par les mécanismes courants. Le milieu fonctionne à une telle vitesse, et il fonctionne aussi dans plusieurs pays qui n'ont pas les mêmes règlements. Et les lignes directrices, en général, de notre côté, sont émises par exemple, International Society for Stem Cell Research. Ici, vous avez les sites. Aux États-Unis, c'est le NIH qui s'occupe de ça. Au Canada, c'est le Conseil médical de recherche qui a un Stem Cell Oversight Committee. Et certains endroits où, en fait, peu importe les règlements, ils vont faire ce qu'ils veulent, et c'est un peu inquiétant. Donc, on va voir que la question d'éthique concerne, d'abord, d'une part, la maturité des organes. Vous savez qu'ils ne vont pas très loin, mais quand même. Le consentement des donneurs à la conservation en biobanque. Qu'est-ce que c'est que le statut moral, légal, des organoïdes? Est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce qu'on a le droit de les modifier à l'ADN? Les chimères, ça c'est vraiment intéressant. Et puis finalement, les transferts aux cliniques. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est un survol. Il existe plein d'autres questions. Et il faut suivre le domaine en continu parce que tu reçois un journal scientifique et il y a quelque chose de nouveau. Alors, la maturité des organoïdes, vous savez maintenant qu'ils ont un développement très limité. Ils vont vivre longtemps dans leur état arrêté, sauf que elles ne dépasseront pas la taille que je vous ai dit parce qu'elles n'ont pas de système nerveux, parce qu'elles n'ont pas de système vasculaire. Cependant, de nouvelles découvertes rapprochent le moment où ils pourraient commencer à s'apparenter à des embryons humains. Là, ça commence à... OK, on y pense, là. Vous savez déjà probablement que la production d'embryons humains de recherche et leur destruction, en général, c'est interdit, mais il y a des endroits où c'est permis, à condition de limiter le développement à 14 jours. Cependant, ceci, là, ça fait le tour de bien des affaires, donc on va voir ça dans quelques secondes. Le consentement d'un patient à la conservation en biobanque. OK. Normalement, les gens donnent des tissus et on leur demande leur consentement éclairé et ils le donnent et on peut travailler avec si les patients ont consenti ou si les échantillons sont désidentifiés. Sauf que si vous avez des organoïdes et que vous voulez les désidentifier, bien vous vous tirez dans le pied. Ça commence à enlever pas mal d'éléments importants que vous pourriez savoir et qui pourraient être contre-productifs si vous faites ça. Alors, la conservation d'organoïdes va nécessiter un consentement à la recherche, à la commercialisation, et s'il y a des tests, les résultats doivent être donnés aux donneurs. Et là, je vous rappelle le cas vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux cas de Henrietta Lacks, qui est une Afro-Américaine qui est morte en 1953, je pense, d'un cancer utérin. Et dans l'hôpital universitaire où elle était traitée, ils ont prélevé des cellules. Les fameuses cellules HeLa, peut-être que vous avez entendu parler. Ces cellules-là ont servi, elles sont immortelles. La pauvre madame est morte, ça fait 70 ans, mais ces cellules sont encore là. Et ça a servi à énormément de recherches. Jamais personne n'a pensé, il faudrait le dire, demander le consentement de la dame et en parler à sa famille. Ils ont fait de l'argent avec ça. Bref, ça a fait un gros scandale récemment. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit là-dessus. Alors, le cas de Henrietta Lacks fait bien réfléchir certaines personnes qui vont s'approprier du matériel de recherche sans demander la permission. À noter que dans certains pays, le biomatériel humain peut être obtenu sans consentement et c'est parfois même juste des exécutions de prisonniers. Alors, le statut moral et légal, qu'est-ce que c'est quel type d'entité? C'est quoi un organisme humain et à qui appartient-il? À qui va profiter, qu'on vient de dire, leur usage? Si les organoïdes sont modifiés par une méthode innovatrice, ADN ou pas, est-ce que la propriété intellectuelle, ça va aux chercheurs, à la compagnie pharmaceutique? Est-ce que le donneur perd ses droits de propriété? Bref, tout ça, c'est des questions là, à regarder de très, très près. Une autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un lien génétique avec le donneur.
Par exemple, si quelqu'un faisait des organoïdes cérébraux, encore une fois, on est dans la science-fiction, là, mais est-ce qu'il pourrait révéler éventuellement certains traits cognitifs? Alors, il faut maximiser l'innovation tout en protégeant les donneurs, c'est bien évident. Modification de l'ADN. Quel traitement, modification génétique, on donne le droit de faire? Alors, on a déjà parlé de la méthode CRISPR-Cas9. Ça fait longtemps que ça soulève des questions d'éthique. Entre autres, si on doit réimplanter des cellules dans le donneur, et je vous en ai parlé, les normes de bonne pratique de fabrication, c'est essentiel. Vous ne voulez pas réimplanter quelque chose qui va se révéler être très dommageable plus loin dans le temps, parce qu'il y a eu une insertion non spécifique, par exemple. Vous avez bloqué un gène qui nécessite de fonctionner, ou vous avez mis en marche quelque chose qui, normalement, ne doit pas fonctionner. Alors, les règles strictes doivent être énoncées, surtout, également, au cas où quelqu'un voudrait travailler sur des cellules germinales, parce qu'à ce moment-là, non seulement le patient est transformé, mais ses descendants sont transformés. Encore là, on n'est pas rendu là, mais c'est quelque chose qui doit être très spécifiquement géré. Les chimères, qui sont des modèles mixtes. Alors, vous pouvez avoir, d'abord, vous pouvez avoir la combinaison de plusieurs types, et ça, c'est très intéressant, plusieurs types d'organoïdes humains en complexe fonctionnel, par exemple, dans la situation de organ on a chip. Alors, vous pouvez, par exemple, avoir un foie, et puis vous allez lui fournir quelque chose qui va lui donner un petit système vasculaire, puis un petit système nerveux. Évidemment, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sang. Mais il reste que là, vous avez quelque chose qui s'est auto-organisé, puis qui a bien l'air d'un humain, là. Pour ça, c'est comme, c'est quoi que j'ai là, et comment je m'en sers, et qui est-ce, là? Maintenant, encore plus complexe. Il est possible de générer des organoïdes composés de cellules de deux espèces animales différentes. Alors, par exemple, je vais me dire, quelqu'un va faire ça pour le fun, non. Pour étudier qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a des rejets de greffe. Alors, ici, ce papier-ci, une étude a démontré que des organoïdes mixtes de rats et de souris, bon, sont proches, qui sont réimplantés chez des souris, sont moins rejetés que les organoïdes de rats. Alors, ça permet de voir quels sont les éléments qui sont importants dans la réimplantation d'un organe qui vient d'un autre animal. Évidemment, toute combinaison, ça, je ne sais pas s'il y aurait la folie de faire un affaire pareil, mais de tissus cérébraux ou reproducteurs, humains et animaux, devraient être examinés, surtout s'il y a intention d'implantation dans un animal de recherche. Ça, on n'ose même pas rêver à ça. Alors, les transferts à la clinique, bien que les organoïdes, maintenant vous savez, puissent imiter le problème pathologique de l'organe qui est malade, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de corps. Alors, dans le cas de Else, Mme van der Hagen en Hollande, ben, on est chanceux, ça a bien marché. Mais si la réponse de l'organoïde dépend de d'autres choses, c'est tout à fait possible que la réponse pourrait être difficile. Tu as quand même juste un organe. Alors, une autre chose, ça nous entraîne à l'argument suivant. Les compagnies d'assurance vont rembourser des médicaments, mais ils sont habitués de rembourser des médicaments qui ont été testés sur des très grands groupes. C'est évidemment que tu n'as pas testé ça sur deux madames. Alors, c'est certain qu'eux, s'ils commencent à dire, ben là, savez-vous, il n'y a pas assez de monde, ben là, il va falloir trouver les organoïdes de tout le monde qui a la même mutation. Alors, là, ça devient un peu complexe. Mais il reste qu'au point de vue scientifique, on a quand même prouvé le point. Au point de vue remboursement, c'est à voir. Et donc, dans les cas de réimplantation, il faudrait donc parfois, il pourrait, parfois être difficile d'évaluer si ça vaut vraiment la peine de sauter du labo à la clinique. Alors, je me résume. Les organoïdes, c'est vraiment devenu une... Là, c'est la folie furieuse dans les pharmaceutiques. Le professeur Kleber, c'est en très grande demande. Les organoïdes sont devenus une méthodologie de premier plan, surtout pour la médecine personnalisée et éventuellement pour des études fondamentales aussi. Ça, évidemment, les questions d'éthique sont moins là. Mais pour le développement de médicaments et de médecine personnalisée, c'est certain que ça va commencer à sortir.
Et d'un grand intérêt pour les compagnies pharmaceutiques et les biotechnologies, ça, c'est à voir si eux autres vont respecter les règles de consentement. Et les développements, comme je disais, il faut les suivre en continu parce que les questions d'éthique sont complètement nouvelles et comme je vous disais, il en sort à tous les jours. Vous lisez les revues de presse scientifiques et vous voyez qu'il y a des papiers dans je ne sais pas combien de journaux et qui donnent des nouvelles méthodes et ils essaient des nouvelles choses. Alors donc, grande caution sur tout le sujet, bien qu'il soit extrêmement prometteur, mais je finis en vous disant qu'il est important que les progrès ne soient pas freinés par des craintes non fondées ou de faux concepts, parce que Dieu sait comment est-ce que c'est facilement lançable, les fausses rumeurs. Et voilà. Avez-vous des questions? En fait, c'est une question vraiment de novice, là. Bon, c'est sûr que je n'ai pas une formation en sciences et ainsi de suite, mais j'ai quand même lu un petit peu sur le sujet, mais j'ai toujours eu un petit peu de la difficulté à déchiffrer la différence entre l'ADN et l'ARN. Ah oui, ben ça, est-ce que vous pourriez m'expliquer ça en termes... Oui, c'est Biologie 101, là, oui. Mais l'ADN, c'est le matériel... En fait, le matériel génétique original, c'est vraiment l'ARN. On pense que dans l'évolution, c'est vraiment l'ARN qui est arrivé en premier. Mais il est simple, brun, et il est fragile. Alors, maintenant, il existe toujours, mais il existe comme molécule qui sert dans la copie de l'ADN. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment donné, vous avez eu deux brins, et les bases sont presque identiques, mais pas tout à fait. Autrement dit, les briques là, qui font fonctionner la chose sont presque identiques, pas tout à fait. Mais ils ont finalement un rôle différent. Le rôle mémoire dans ta cellule, c'est l'ADN, bien qu'il y ait certains virus, comme vous savez, qui sont ARN aussi. Donc, c'est deux molécules apparentées, des acides nucléiques, mais il faut se rappeler que si aux douanes, vous dites que vous êtes biologiste, puis que le gars vous demande « Et c'est quoi la différence? » Vous direz « Bien, l'ADN a double brin, qu'on peut séparer, mais qui sont double brin, et l'ARN est toujours un simple brin, à moins qu'on le force à s'hybrider. D'accord, merci. Vous aviez une question? Dis-moi, Anne, est-ce que en ce moment, le processus d'approbation des médicaments qui utilisaient normalement le processus de recherche clinique qu'on connaît, est-ce qu'ils ont commencé à regarder des médicaments qu'on leur présente et qui ont été testés sur des organoïdes? Oui, mais il n'y a rien qui est sur le marché, que je sache. Il y a encore ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé des médicaments qui sont déjà là. Ceux qui ont déjà le FDA approval, puis ces choses-là sont testés et retestés, un peu comme vous avez vu l'Ivocaftor et l'autre, là, l'Ivocaftor. Eux autres, ils étaient sur le marché, mais ils étaient destinés à des patients qui avaient d'autres mutations. Alors là, c'est ça. C'est ça qui est le plus facile. Quand c'est déjà approuvé, que c'est déjà sur le marché. Mais c'est ça, là, les prochaines étapes, c'est qu'il va sortir beaucoup de choses. Encore une fois, ils vont devoir... Là, on ne pourra pas éliminer le test sur les humains. C'est certain que le passage par les organoïdes ne fait que sauter l'étape des animaux. Là. Et vous allez passer ensuite de ça aux phases 1, 2, 3, 4, là, comme avant. Ça. Merci. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de me limiter. J'étais curieuse à savoir, lorsque vous parlez du 14 jours, consentement éthique, etc., est-ce qu'on peut penser à un moment donné que ce serait possible de pousser des organes complets, comme pour la transplantation? Ou... Bien, en fait, le 14 jours, c'est pas pour les organoïdes, mais c'est pour les embryons. Donc, c'est une autre histoire, ça. Mais pour les organes complets, il va falloir que l'on mette au point une méthode qui va donner au moins un organe partiel, parce qu'on ne pourra jamais faire pousser un foie complet, mais peut-être de faire pousser une petite portion de foie, de lui donner un système vasculaire, de lui donner une portion de système nerveux qui soit réimplantable. Et ça, il y a beaucoup de places aux États-Unis où on travaille là-dessus. Ma deuxième question, c'est quand on parle d'un embryon, c'est quoi la différence entre le clonage, disons, et les embryons développés? Le clonage... le clonage, c'est de reproduire un animal identique. Comme vous vous rappelez de la fameuse brebis Dolly en Écosse, là? C'est ça. Donc, ça, c'est du clonage. Ils avaient pris le noyau
Il l'avait mis dans l'ovule, enfin, l'œuf fécondé, le zygote déjà en marche d'un autre. Sauf que ce qui était arrivé, c'est que, et c'était facile à le voir d'avance, c'est comme ils avaient pris le noyau d'une brebis adulte et qu'ils l'avaient mis dans un œuf et que l'œuf s'est développé, bien, quand ce bébé-là est né, il était déjà vieux parce qu'il y avait son noyau avec, vous connaissez probablement les fameuses, les bouts d'ADN qu'on appelle les télomères, qui rétrécissent à mesure qu'on vieillit. Alors, ils lui ont donné des télomères d'une brebis qui était déjà plus âgée. Alors, le bébé n'est pas vécu très longtemps à cause de ça. Alors, ça c'est un clonage rough edges, là, comme on faisait au début. Mais on peut cloner toutes sortes d'affaires. Là. Quand tu clones un organisme simple, c'est plus facile. Là. Parce que j'imagine les questions éthiques doivent être proches à partir du moment qu'on parle d'un embryon. Quand c'est des animaux et qu'il n'y a aucune souffrance, il n'y a pas de problème. Quand c'est des humains. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est tellement compliqué, c'est tellement dispendieux que c'est toujours mieux la vieille méthode là, pour les humains. Puis l'autre chose qui m'est venue à la tête, évidemment, c'est quand on parle d'embryon humain, puis 14 jours, puis après ça, on pense à l'avortement, etc. On est en centre humaniste, donc c'est toujours des questions qui reviennent, puis je trouvais ça vraiment le fun de voir les parallèles, parce qu'à un moment donné, les deux bouts se rapprochent. Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un avortement spontané, par exemple, médical, et à ce moment-là, si la mère dit « mais donnez l'enfant à la recherche », là, à ce moment-là, il peut être utilisé, mais là, comme je vous dis, il y a une black box, il y a une période dans le développement de l'embryon où on ne sait pas, chez l'humain, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe. Et le fait d'observer les embryons de souris, qui, eux, la période embryonnaire d'une souris, là, de la conception à la naissance, c'est 21 jours, c'est facile. Chez l'humain, c'est 9 mois. Alors, c'est évident que ça va pas mal plus vite. Alors, la black box s'ouvre un peu grâce à ce système-là. Là. Je vais laisser la place s'il y a d'autres personnes. Oui, non, mais je pensais à tout le lien avec les débats actuels sur la régénération des organes. Mettons, tout ce qu'on entend dire sur le vieillissement et quelque chose... Je trouve que tout ça fait penser aussi à ça. Est-ce qu'on pourrait penser dans un temps X que... un foie fatigué pourrait être régénéré par ce genre de... C'est un drôle d'exemple parce que le foie, chez l'humain, ça régénère en 3 ans. Vous avez un foie endommagé si vous avez une bonne... si vous cessez de prendre de l'alcool et des choses comme ça, le foie se régénère. Mais c'est à peu près le seul organe qui va se refaire. Mais c'est certain qu'on cherche à développer des méthodes qui pourrait soit avoir un organe qui a été construit in vitro ou une portion d'organe construit in vitro qui servirait, une portion de pancréas, par exemple, à arranger un patient qui souffre de diabète. Mais de là à faire reculer l'âge, il faudrait que toutes vos cellules reprennent la longueur des télomères que vous aviez au départ. Et là, ça risque de faire des très gros problèmes à ce moment-là. Vous risquez d'avoir une croissance soudaine non contrôlée. Là. C'est vraiment... Ça, c'est rendu de la science-fiction. Là. Mais ça se pose aussi pour les cas de cancer, justement. Mettons, cancer du pancréas, mettons, on pourrait penser à une régénération ou c'est de la fiction? Bien, ce qu'il faut faire d'abord, c'est se débarrasser du tissu cancéreux, s'assurer qu'il n'y a pas de métastase, et seulement après ça, penser, par exemple, à une réimplantation peut-être d'une portion de pancréas qui pourrait provenir d'une culture cellulaire. Là. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Là. Oui. C'est jamais simple en biologie, réellement. Là. Alors, moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et, s'il vous plaît. J'ai oublié de dire une chose.